Bonjour, bonjour. Je suis très ravie d'échanger avec vous aujourd'hui. Je vais juste passer en mode présentation. Donc, super ravie aujourd'hui de vous présenter ce sujet sur l'agilité. Donc, vous avez bien deviné, c'est un sujet qui me passionne et je suis ravie de présenter avec vous, de vous révéler les erreurs que vous devez éviter quand vous travaillez ou quand vous voulez lancer un projet en mode agile. Donc, qui suis-je pour vous parler de ce sujet? Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis Sarah Modric-Horn, je suis consultante senior en gestion de projet. J'occupe depuis plusieurs années maintenant des rôles de chef de projet et product owner ou responsable de produit. Je suis également cofondatrice de la Kiwi. C'est une start-up spécialisée dans la gestion de projet. On propose un accompagnement en gestion de projet à travers du conseil, à travers des missions de formation et également à travers une application web disponible sur lakiwi.com. C'est un logiciel qui permet de faciliter la gestion de projet et le suivi de tâches. Et puis, pour finir, je suis certifiée en méthode agile Scrum et en méthode agile Safe. Donc, je suis certifiée PSPO, donc Professional Scrum Product Owner, et je suis certifiée Safe Scrum Master et Safe Product Owner, Product Manager. Une petite parenthèse, c'est quoi Scrum et c'est quoi Safe pour les personnes qui ne connaissent pas l'agilité? Scrum et Safe sont deux méthodes agiles. Scrum, c'est une méthode de gestion de projet agile mono-équipe et Safe, c'est une gestion de projet agile multi-équipe à l'échelle qui concerne des centaines d'équipes dans des projets à grande ampleur. Donc, voilà, pour moi en tout cas, on passe sur qu'est-ce que l'agilité en gestion de projet. Lorsqu'on parle de l'agilité en gestion de projet, on peut penser à deux choses. Un état d'esprit agile et une méthodologie agile. Alors, l'état d'esprit agile, une personne avec un état d'esprit agile, c'est une personne qui a tendance à être flexible, à s'adapter plus facilement au changement et aussi à être apte à apprendre en continu, à apprendre de ses échecs et à voir toujours le changement comme étant un moteur justement pour apporter une valeur ajoutée pour elle-même et aussi pour sa société. Pour la méthodologie agile, c'est une méthodologie qui fournit un cadre, qui fournit des valeurs, qui fournit des principes, qui fournit une boîte à outils pour répondre à une accélération de notre monde. Vous savez, notre monde bouge de plus en plus. Un plan sur 3-5 ans, c'est plus faisable en tout cas sur l'informatique et sur la technologie parce que ça bouge rapidement. Et du coup, pour répondre à cette accélération dans notre monde, l'agilité ou la méthodologie agile vient justement pour y répondre. Et une méthodologie agile ne suffit pas tout simplement seule. Il faut qu'elle soit accompagnée également par un état d'esprit agile pour réussir justement de gérer les projets en mode agile. Pourquoi les entreprises ont tendance, je vais essayer de cacher ici pour, voilà, c'est mieux peut-être. Pourquoi les entreprises ont tendance de faire des projets en mode agile? On a tous peut-être remarqué, il y a des personnes qui travaillent dans l'agilité, peut-être l'ont remarqué aussi, c'est que les entreprises sont de plus en plus vers l'agilité, ont tendance de plus en plus à mener des projets en mode agile. Pourquoi? Ce qui explique cette envie vers l'agilité, c'est le taux de réussite. Alors, une étude qui a été réalisée par PwC a démontré que le taux de réussite des projets agiles sont supérieurs de 28% des projets traditionnels. Alors, l'adoption de cette méthode peut s'expliquer par plusieurs avantages de la méthodologie agile. Je vais vous en citer 3. D'abord, le fait de réduire les risques d'erreur. Ensuite, le fait de s'adapter plus facilement au changement. Et puis, l'agilité permet de générer un retour sur investissement plus rapide et plus élevé. Pour illustrer mes propos, donc je m'appuie sur cette image qui montre deux méthodes. Nous avons une méthodologie donc dite classique waterfall et une méthodologie agile. Sur une méthodologie donc classique, nous menons un projet, on réalise un produit en une seule itération. Alors, une seule itération, elle peut durer une année, plusieurs années. Et en fait, vous pensez bien que pour, justement, je vais parler de comment l'agilité réduit les risques d'erreur. Donc, sur une méthodologie classique et sur une fourchette de temps très importante, donc entre le moment où on a
défini un besoin, on a exprimé un besoin et le moment où on livre un produit, bien vous imaginez que le risque est très élevé. En fait, le risque d'erreur, le risque d'oubli, le risque de changement est très, très élevé. A contrario, pour la méthode agile, on est sur une livraison d'un produit, on le décompose en plusieurs sous-produits. À chaque fois, à chaque livraison, c'est un produit à valeur ajoutée, c'est des fonctionnalités à valeur ajoutée et ces fonctionnalités sont réalisées en cycle de développement très, très court. Il est entre 2 à 4 semaines par cycle de développement. Et du coup, donc, vous imaginez aussi bien que sur un cycle de développement de 4 semaines, grand max, l'erreur d'oubli, de changement et l'erreur ou le risque justement de changement et d'oubli, il est beaucoup minime sur un cycle de développement très court. Le deuxième point, c'est comment l'agilité s'adapte plus facilement au changement. Eh bien, avec les cycles de développement, encore une fois, très courts comparés à la méthodologie agile, s'il y a un changement, on peut facilement l'intégrer sur les itérations qui arrivent. Contrairement à un produit ou à un projet en mode classique, si un changement arrive au milieu ou vers la fin d'un projet, c'est très, très compliqué de l'adapter, c'est très compliqué de l'accepter, parce que du coup, l'équipe et aussi les utilisateurs, ils veulent terminer leur projet, ils ont envie de terminer, puis hop, il y a un changement. Donc, vous imaginez bien que le moral de l'équipe, il va aussi être bas. Et enfin, pour la partie retour sur investissement, quand on est en agilité, on a un retour sur investissement plus rapide et plus élevé. Comme je vous ai dit, sur l'agilité, on produit tout le temps et on livre tout le temps des produits à valeur ajoutée, des fonctionnalités utilisables et utiles qui peuvent être utilisables rapidement, des déploiements justement par le client, par les utilisateurs. Donc, l'entreprise a une rentabilité rapide sur son investissement. Les utilisateurs, pareil, sur leur investissement de temps, sur leur effort, ils peuvent voir le résultat de leur effort et aussi l'équipe de développement, ils peuvent voir rapidement les résultats de leur effort. Donc, il y a un retour sur investissement et qualitatif et quantitatif. Donc, ça, c'est ce qui explique justement pourquoi les entreprises ont cette envie d'aller vers l'agilité. Mais attention, travailler en mode agile, il nécessite des prérequis. Il nécessite de respecter un cadre bien défini, d'utiliser des outils et une boîte à outils de suivi de pilotage adaptée à l'agilité et surtout, le fait de travailler en agile, il faut avoir une culture, des valeurs et un état d'esprit agile, commun et partagé par tout le monde. Donc là, c'est mieux. Donc, comme j'ai dit, il faut que l'équipe projet ait cet état d'esprit agile partagé par tout le monde. Donc, et si le respect de ces 3 points est bon, donc ça va vous permettre, ou ça va permettre aux entreprises justement qui mènent des projets en agilité d'éviter les erreurs, 5 erreurs que je vais vous révéler, 5 pièges que je vais vous révéler. Donc, on commence par le premier piège, c'est l'effet de mode. On constate de plus en plus que des entreprises adoptent l'agilité, hélas, parce que tout le monde en parle, parce qu'il y a des avantages. Et on oublie les investissements que ça va nous demander, le fait de travailler en agilité. L'agilité, il faut toujours se rappeler que c'est un investissement, surtout quand on est novice sur le sujet. C'est un investissement dans le temps, c'est un investissement financier. Et même si, du coup, quand on mène un projet agile, c'est un effort de toutes les parties prenantes. C'est un effort pour l'équipe de développement, mais aussi pour le métier, parce que le métier, il demande, c'est un demandeur, mais il doit aussi être impliqué sur tout le long de la réalisation de son produit. Il doit être impliqué par tester l'outil, le vérifier, le voir, l'utiliser, parce qu'à chaque fois, à chaque cycle de développement, bien, il y a une fonctionnalité qui se rajoute, donc elle est prête à être utilisable par les utilisateurs. Et aussi un effort par le sponsor. Le sponsor, il n'est pas là juste pour sponsoriser le projet et le regarder de loin, mais il est aussi fortement recommandé qu'un sponsor travaille et aussi assiste justement à des séances de démonstration pour voir le résultat de son produit. Donc, l'agilité, rappelez-vous, c'est un vrai investissement et c'est un travail donc d'acharne-pied en fait
du coup, le conseil, pourquoi, pourquoi l'agilité peut être un échec quand on l'adopte d'une manière effet de mode, quand on se concentre uniquement sur ses avantages et on oublie les investissements. Donc, le conseil que je vous propose, c'est les entreprises qui veulent mener un projet agile, les structures, les managers qui veulent mener un projet agile, il faut accompagner vos employés, toutes les parties prenantes, à travers des formations, à travers des séances de coaching à l'agilité. Ça ne sert pas à grand-chose de faire une formation d'une seule séance et se dire, youpi, tout le monde maintenant est formé agile et tout le monde maintenant a la même longueur d'onde d'agilité. Non, la formation, c'est un investissement tout le temps, tout le long du projet. Le coaching, faire appel à des coachs agiles, c'est un investissement, mais qui est nécessaire tout le long du projet agile parce que ça permet justement à rappeler les règles, à cadrer l'équipe et aussi, comme pour tout investissement, la patience est importante quand on fait un projet agile. On investit et on va être patient des résultats et on n'attend pas que les résultats, on va les toucher rapidement. Aussi, l'agilité, un des points très, très importants et un conseil très important, quand on fait de l'agilité, il faut être bienveillant. Bienveillant du sponsor vis-à-vis des parties prenantes de l'équipe et bienveillant entre, du coup, l'équipe entre elles. Il faut, du coup, si on est, l'erreur est humaine. Quand on fait une erreur, c'est pas grave. On apprend de l'erreur et on avance. C'est tout, c'est ça ce qui est le mindset ou l'état d'esprit de l'agilité. Et enfin, quand on fait de l'agilité, c'est un investissement. Le conseil que je vous donne, si vous faites de l'agilité, eh bien, rappelez-vous qu'il faut libérer du temps aux parties prenantes parce que la partie prenante devrait être impliquée fortement sur la réalisation du produit. Sinon, comment vous voulez que le produit sera une réussite? Le deuxième piège, c'est l'incompatibilité de l'agilité avec les valeurs de l'entreprise. Beaucoup d'entreprises, malheureusement, adoptent l'agilité, même si leur culture et valeurs sont incompatibles avec celles de l'agilité. Alors, pour ça, je vais vous parler d'une anecdote personnelle. Hein. Je l'ai vécue dans un des projets agiles. L'entreprise, elle était rigide. L'entreprise était, en fait, pour justement travailler, donc on parle d'un cycle de développement sur un sprint très court, une itération très courte. Pour ma part, c'était 3 semaines. Alors, sur 3 semaines, quand l'équipe de projet, l'équipe de développement trouvait ou rencontrait des difficultés et devrait parler avec quelqu'un du métier ou quelqu'un de l'informatique sur un problème technologique, parce que l'entreprise était rigide et en fait, il faut passer par un flux il ne faut pas court-circuiter le flux de discussion, il faut passer par le manager pour que lui, quand il a le temps, il va faire soit le messager avec, donc, entre l'équipe de développement et la personne concernée par la question, ou du coup l'entreprise qui était rigide aussi sur le cycle de prise de décision. Quand on voulait prendre une décision, il faut toujours passer par le chef et le grand chef, etc. Donc, c'était infernal. Donc, vous imaginez bien le temps fou que ça nous prenait sur un cycle de développement aussi court de 3 semaines. Comment on peut avancer d'une manière sereine sur l'agilité? Donc, c'est tout sauf l'agilité. Rappelez-vous que l'agilité, c'est synonyme de confiance. Confiance à l'équipe, confiance aux parties prenantes. C'est un synonyme d'autonomie. L'autonomie, ça veut dire on laisse l'équipe projet capable de prendre leurs propres décisions, capable de prendre des décisions à leur échelle. On ne va pas à chaque fois demander de passer par le chef, le chef passe par son chef, etc. Ce n'est pas possible, c'est contre l'agilité, contre les principes de l'agilité. L'agilité, c'est aussi un synonyme de bienveillance. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la bienveillance, c'est important quand on fait de l'agilité. Si ces valeurs ne font pas partie des valeurs de l'entreprise, vous imaginez bien que les conflits, le risque de conflit entre les parties prenantes et la probabilité d'échec est très, très élevée. Le conseil que je peux vous donner sur ce problème et ce piège et cette erreur, c'est quand on veut mener un projet agile, un manager, un service, une entreprise, il faut, la première question, c'est vérifier est-ce que l'agilité est adéquate avec la valeur de l'entreprise, avec les valeurs de l'entreprise, avec la culture de l'entreprise, avec l'état d'esprit des employés, des parties prenantes. Il faut être transparent avec soi-même. Parce que malheureusement, ça aussi, on le voit, les gens, ils ne se posent pas la question sur ces valeurs. Ou même s'ils le savent que c'est en fait contre les valeurs de l'agilité, ils disent c'est pas grave, l'agilité va s'adapter à notre contexte. Et c'est pas possible. On ne peut pas adapter l'agilité. Après, on se dit pourquoi l'agilité a été un échec. On est déçu de l'agilité. Donc, il faut d'abord toujours vérifier l'adéquation de la cohérence des valeurs de l'entreprise et sa culture avec
celle de l'agilité. Si c'est convergent, très bien, top, allez-y, menez votre projet agile. Si c'est par contre divergent, à ce moment-là, donc les personnes qui vont se poser des questions sur les valeurs, donc les sponsors, cherchez ou réfléchissez, est-ce que vous êtes en capacité pour investir, donc argent massivement, coûts, formation, coaching, séance, aussi en termes de temps, parce que du coup, libération, donc il faut libérer peut-être le temps de vos parties prenantes, donc ce qui veut dire peut-être qui va faire la charge de travail qui reste, est-ce qu'on va déléguer, est-ce qu'on va payer des heures supplémentaires, donc est-ce que vous êtes prêt à investir? Si oui, top, donc allez-y vers l'agilité, sinon, eh bien, ayez le courage et dire tant pis, l'agilité, c'est pas pour nous, on renonce. Il y a d'autres méthodes qui peuvent aller aussi, qui peuvent avoir et porter des fruits sur nos projets, qui peuvent aussi nous satisfaire. Piège numéro 3, la non-documentation des produits agiles ou la minimisation des documentations des produits agiles. Alors ici, je vais vous parler d'une des valeurs de l'agilité, des logiciels opérationnels plus qu'une documentation exhaustive. Alors ça, c'est une valeur qui, qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut dire qu'en fait, l'agilité, il faut, la valeur ajoutée de l'agilité, ce qu'on attend de l'agilité, c'est avoir des logiciels opérationnels, avoir des fonctionnalités opérationnelles. Rappelez-vous, on a un cycle de développement très court. Donc, chaque cycle de développement, on a un jalon, quelque chose qu'on attend. Donc, c'est un produit fonctionnel. Et on n'attend pas de passer, ou l'équipe de développement et les parties prenantes passent leur temps plutôt dans la documentation. Et ça, pour l'équipe de développement alors c'est un constat souvent vrai malheureusement pour l'équipe de développement, comme ils sont d'abord, ils ont peu de temps pour travailler sur leurs produits et ensuite, donc, travailler sur une documentation, on ne va pas se le mentir, c'est beaucoup plus ennuyeux et moins motivant que travailler sur un logiciel opérationnel et des fonctionnalités qui vont répondre à des besoins réels des utilisateurs. Et bien, du coup, volontairement, ils peuvent laisser tomber la documentation. Ils peuvent travailler sur la documentation avec peu de qualité, voire ils vont laisser carrément tomber la documentation. Le problème, c'est que une fois on documente peu, voire pas du tout, il suffit d'avoir un changement dans l'équipe et dans le domaine, en tout cas, de l'informatique, le turnover est très élevé. Il suffit que l'équipe de développement quitte, celui qui a travaillé sur le projet quitte, celui qui a travaillé sur une fonctionnalité quitte, et qu'il y a une nouvelle ressource qui arrive, eh bien, la nouvelle ressource va galérer pour trouver le travail qui a été réalisé, pour trouver ce qui a été réalisé, pour trouver les astuces qui ont été appliquées. Donc, malheureusement, tout ça va engendrer une perte de temps et une perte d'argent. Conseil, documentez votre travail. Documentez les astuces utilisées au bon niveau de détail. Toujours, tout ces questions d'équilibre. L'équipe de développement devrait documenter ce qu'ils ont fait et les astuces qu'ils ont appliquées. Ça permet aussi, même à eux, de les aider à retrouver des choses parce que du coup, ils avancent et ils peuvent aussi oublier ce qu'ils ont fait. Donc, la documentation, c'est très bien, c'est même pas contre-productif, même pour eux. Ensuite, pour l'équipe du coup métier, le product owner, l'équipe du coup, les personnes qui vont exprimer le besoin sur le projet, documenter aussi le besoin. Aller dans le détail, toujours au bon niveau du détail. Et une autre astuce ou un autre conseil, c'est à la fin de chaque itération, vérifier, valider à travers une checklist que les livrables sont prêts. Parce que du coup, on oublie les livrables. On est tous fascinés par à quoi ça va ressembler la fonctionnalité qu'on attend sur l'itération et on est tous fascinés par la démonstration, mais on oublie est-ce qu'il y a eu des documents qui ont été réalisés sur ce sujet. Quatrième piège, c'est l'approche agile et adaptative. Les coûts financiers et le temps doivent l'être aussi. Alors ça aussi, je l'ai déjà vécu et c'est quelque chose voilà, qui me dérange, mais bon, c'est compliqué des fois en fait à accompagner justement les sponsors, les financeurs de l'agilité à changer d'état d'esprit. Alors, souvent, les sponsors et les clients pensent que l'agilité, c'est synonyme de changement. OK, on peut changer tout le temps, tout. On peut tout casser rapidement. L'agilité, c'est ça. Mais on oublie qu'en fait, chaque changement, ça englobe aussi un coût. Ça englobe un coût financier et aussi un changement de planning.
Et du coup, donc, les sponsors, souvent, ils attendent que le changement va se faire tout seul, qu'on est prêt à changer, à changer, à changer, et que ça ne va pas coûter quelque chose au budget, ni ça ne va pas impacter le planning. Et quand on leur présente un nouveau budget, un nouveau planning, là, ils sont déçus. Ils disent, ah, mais c'est ça l'agilité. Ah, pour nous, ça, c'est pas du tout l'agilité. Et du coup, donc, ils peuvent abandonner le projet parce qu'ils ne peuvent plus suivre le coût du projet, ils ne sont plus en mesure d'accepter le changement du planning, donc le risque d'abandon est très élevé. Le conseil, c'est établir un budget prévisionnel et un planning. Dans l'agilité, on peut faire des budgets et des plannings prévisionnels. Et ensuite, contrôler et suivre les coûts et planning prévisionnels. Alors, ce contrôle et ce suivi se fait bien sûr basé sur le budget et le planning prévisionnel et basé aussi sur le rendement. Voyez ce qui a été réalisé, comparez-le par rapport à ce qui a été prévu. Et aussi, du coup, le dernier point, c'est vérifier, du coup, contrôler vos coûts par rapport aux changements qui se rajoutent tout le long du projet. Quand il y a un changement, évaluez-le, regardez-le. Vous voyez l'écart de budget et pareil de planning que ça va engendrer. Si le sponsor et du coup les parties prenantes ne sont pas prêts d'investir sur ce changement ou ne sont pas prêts de payer plus et de changer de planning, à ce moment-là, arbitrez. Alors, l'un des valeurs ajoutées de l'agilité aussi, c'est de pouvoir diminuer le périmètre pour respecter le coût et le planning. Et en 5 et dernier piège, c'est trop de réunions ou peu de réunions. Alors, plusieurs équipes peuvent tomber dans le piège de trop de réunions ou peu d'échanges. Pourquoi? Parce que l'agilité encourage les discussions. Alors, quand on est en agile, on pense qu'on peut bien sûr discuter, c'est très bien, c'est bienveillant et il y a du coup beaucoup d'échanges. On est une seule équipe, il n'y a pas deux équipes métiers et équipe de développement, on est tous ensemble, on est nous. Mais le problème, c'est que on pense, parce que ça encourage des discussions, on peut assister à trop de réunions pour qu'on puisse, à chaque fois, pour tout et n'importe quoi, en fait, le mettre en réunion pour le discuter. Je l'ai moi-même vécu. Alors, c'est un syndrome de réunionite, je vous dis, ça me saoule. J'ai plus envie de le revivre parce qu'en fait, d'un côté, la productivité baisse. De l'autre, surtout si en fait on est là et on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas c'est quoi notre valeur ajoutée et on veut travailler à la place sur un projet, sur nos sujets. Et aussi, le fait quand on assiste à trop de réunions, eh bien, on peut, et ça c'est aussi un vrai risque et un vrai stress, c'est que l'équipe, et je pense surtout à l'équipe de développement parce qu'ils ont un jalon à respecter, c'est la fin de l'itération, il y a des fonctionnalités qui doivent être livrées, ils vont avoir tendance à faire plus d'heures supplémentaires. Du coup, c'est un stress. C'est un stress, donc l'agilité ici perd son charme parce que du coup, on travaille dans le stress et on n'est plus dans ce cadre capable d'être justement flexible et agile et souple. Et le problème, donc, soit on est sur trop de réunions pour mener nos discussions, soit le contraire, parce que du coup, on assiste à trop de réunions, on est saoulé et on n'a plus envie en fait de travailler dans ce mode et on décide finalement d'ignorer des réunions. Et on peut ignorer des réunions qui sont très importantes pour la vie de notre projet, de notre produit. Et je pense par exemple ce qu'on appelle daily meeting, les réunions hebdomadaires, qui est fortement recommandé dans le cadre agile. Donc, l'équipe de développement, ils vont dire non, mais je n'ai pas envie d'assister à cette réunion parce que ça ne m'apporte rien. Ils vont commencer à s'absenter. Et quand il y a un problème, donc déjà, ils peuvent ignorer des informations utiles pour qu'ils puissent eux-mêmes avancer sur leur propre fonctionnalité, leurs propres tâches. Et de deux, quand il y a un problème qu'ils rencontrent, ils peuvent commencer à galérer, à trouver des solutions et à chercher des solutions tout seuls pour solutionner justement le problème. Et s'ils pensent à appeler l'équipe et à faire appel à leur équipe, ben, c'est trop tard parce qu'ils n'ont pas assisté, ils n'ont pas fait les réunions, ils ont ignoré ces réunions qui sont importantes. Et du coup, ils vont commencer à assister, mais en mode urgence et donc rebolote, encore une fois, du stress. Le conseil que je donne ici, c'est vraiment participer aux réunions déjà recommandées dans le cadre agile. Il y en a tellement et je pense suffisamment
pour mener à bien vos projets. Si des réunions qui se rajoutent tout le long de la réalisation de votre produit, vérifiez l'ordre du jour. Souvent, on a tendance d'inviter des gens sans écrire, sans mentionner l'objectif de la réunion, sans mentionner l'ordre du jour de la réunion. Donc, vérifiez l'ordre du jour. S'il n'y a pas d'ordre du jour, ce n'est pas grave, il faut poser la question à la personne qui vous a invité. Demandez-lui, c'est quoi l'ordre du jour et surtout, c'est quoi ma valeur ajoutée? Qu'est-ce que tu attends de moi pour cette réunion? Donc, s'il y a une valeur ajoutée et il y a un vrai intérêt d'y assister, très bien, il faut participer. Sinon, si vous voyez que c'est juste, il a besoin d'une question, il a besoin de quelque chose que vous pouvez lui apporter en dehors de la réunion, eh bien, vous refusez et vous faites votre réponse à tête reposée par mail, par exemple. J'arrive à, du coup, ma conclusion. Donc, mon sujet touche à sa fin. Donc, comme je vous ai mentionné, donc les 5 erreurs pièges à éviter lorsque vous travaillez en mode agile. Donc, il y a l'effet de mode. Donc, si vous voyez que votre entreprise fait de l'agilité juste parce que tout le monde en parle, donc essayez de les accompagner à travers accompagner vos sponsors, accompagner vos chefs. Dites-leur, rappelez-vous que l'agilité, c'est de l'investissement. Le deuxième, donc, on s'est arrêté sur le deuxième piège, donc incompatibilité de l'agilité avec les valeurs de certaines entreprises. Pareil, si vous voyez que votre entreprise est en train de vouloir mener une agilité alors que ces valeurs est vraiment contre les valeurs de l'agilité, donc c'est pas grave, il faut leur dire, il faut leur accompagner, il faut leur rappeler que pour mener à succès un projet agile, il faut s'adapter à l'agilité et pas le contraire. L'agilité, bien sûr, surtout au début, quand on est novice, on ne peut pas adapter des méthodes à notre contexte quand on est novice. Il faut déjà l'appliquer comme il faut au début. Et surtout, une entreprise, comme je vous ai expliqué, qui est rigide, elle ne doit pas mettre l'agilité, à moins qu'elle change de valeur et de culture. Ensuite, le troisième piège, donc la non-documentation des produits agiles. Rappelez-vous que tout est question d'équilibre. Il faut livrer des produits fonctionnels. Il faut aussi livrer des documentations dont le détail reste bon, mais pas trop de détails et pas peu non plus. Et d'ailleurs, ça, c'est aussi une des choses que je peux recommander dans ce cadre-là. Faites valider vos livrables par l'idéal par des extérieurs de vos projets. Parce que quelqu'un d'extérieur, s'il vous dit « oui, je comprends tout ce qui a été réalisé, oui, je vois ce qui a été fait », donc c'est très bien, ça veut dire que vous êtes au juste bon de détail, au juste niveau, au bon niveau de détail. Le quatrième piège, c'est l'approche agile et adaptative, les coûts aussi et le temps aussi. Il s'adapte aussi, il augmente. Donc, quand vous mettez un projet agile, pensez-y. Pensez qu'en fait, oui, on peut changer. Oui, c'est facile d'intégrer les changements, mais aussi, il y a un coût derrière. Et il y a aussi un planning qui va changer forcément si on veut tout intégrer. Et enfin, donc trop de réunions ou peu de réunions. Donc attention au syndrome de réunionnite pour juste discuter tout et n'importe quoi sur le projet agile. Et attention du coup au contraire d'ignorer des réunions qui sont importantes pour l'avancement de vos projets. Je vous recommande pour les personnes qui sont intéressées par le projet, en savoir plus sur l'agilité, de lire d'abord le manifeste agile qui explique des valeurs, qui explique des principes. Donc, 4 valeurs dans l'agilité, 12 principes du coup, à comprendre sur l'agilité. Ça a été réalisé par des gourous de l'informatique. C'est grâce à eux, du coup, que l'agilité et le manifeste agile a vu le jour. Donc, voilà, je vous remercie. Si vous avez envie de poursuivre l'échange, donc avec un grand plaisir, vous savez où me trouver sur LinkedIn. Et puis, donc, je passe la main à Léa. Merci encore. Merci Sarah pour ce webinaire et puis merci à tout le monde d'être ici. Donc pensez à noter le code et l'adresse mail, surtout le code parce que l'adresse mail vous sera recommuniquée en fin de semaine, enfin demain du coup. Je vous remets le lien du groupe LinkedIn dans le chat pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, étant donné qu'on répondra aux questions dessus. Et rendez-vous demain pour le webinaire de Michael Sanchez sur la priorisation du backlog de projets agiles. Merci beaucoup. Bonne journée et bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore mangé.